pour ouvrir ces 3 UGVIX, j'ai le plaisir d'accueillir Louise Brovez. Louise est née à Nantes en 1986. Elle est ingénieure agronome et romancière, auteure de nombreux livres. Elle accompagne les organisations dans leur transformation et dans la conscientisation de leurs responsabilités, à travers des outils comme la communication non violente, le co-développement, l'intelligence collective et la permaculture humaine. Elle travaille sur les 3 écologies, intérieure, relationnelle et environnementale. Elle nous lit cet après-midi le prologue de l'un de ses ouvrages, L'Odyssée des vivants, coécrit avec le réseau EVH et qu'elle a adapté pour l'occasion. Donc là, dans les minutes qui suivent, elle va se glisser dans la peau du personnage d'Olivia, une femme qui reçoit en 2058, donc là on fait un saut dans l'espace-temps, à la fin de sa carrière, elle reçoit le Grand Prix de l'entrepreneur vivant de l'Université Jules Verne à Nantes. Mesdames et messieurs, Louise Brovez. Merci. Chers amis, chers collègues, je n'aurais jamais imaginé être un jour à ce pupitre au cœur de cette belle ville de Nantes où je suis née, à prononcer un tel discours devant vous. Je n'ai pas l'habitude de parler en public. Quand je pense aux chemins tortueux qui m'ont menée jusqu'ici, je peine à croire à quel point la vie m'a souri à partir du moment où je lui ai laissé gagner du terrain. Alors que je vous parle derrière ce pupitre un peu ridicule, et il est temps, vu mon âge, je me sens enfin heureuse et à ma place, comme une plante enracinée dans un jardin, alignée tête, cœur, corps et traversée autant que je peux l'être par la vie. Oui, je crois avoir aimé la vie jusqu'à chérir et embrasser ses contradictions. Je suis née en 1992, dans un monde anxiogène et pollué, un monde qui reculait devant la transition, un monde révoltant au sein duquel les émotions, la sobriété et l'entraide, sinon tabous, étaient mis de côté. Et j'ai vu au début de ma carrière, dans les années 2020, la société basculer, avec toute la force que nous lui prêtions, vers un espace commun où il était beaucoup plus question de coopération, de respect, d'amitié pour la vie, et la multitude de ces phrasés, de désir de s'y relier vraiment. J'ai été témoin de ce passage, ou devrais-je dire, cette époque m'a prise comme témoin. Je sais que pour vous, ce ne sont peut-être que des mots, un passé impalpable, caduc et difficile à imaginer. Mais j'ai expérimenté cette époque aride, presque grotesque, tant nous nous voilions la face concernant le changement climatique, puis la lente transition que nous avons su amorcer, ce que le vivant signifie maintenant pour nous tous dans nos vies professionnelles et familiales, collectives et intimes. Le vivant en soi est la culture du jardin intérieur, le vivant qui nous traverse, qui nous parle dans sa langue exubérante, le vivant de notre espace social, celui de la rencontre. Nous étions en 2020. La situation était alarmante, mais aucune mesure n'était prise par les pouvoirs publics. Le système entrepreneurial était hypnotisé par la consommation et la publicité. Certains continuent à penser que la révolution numérique serait le seul grand défi des 10 prochaines années. Nous étions des destructeurs, et il fallait tout changer, non pas faire seulement un petit pas de côté. Chez Volt, le réseau d'entreprises où j'ai grandi, nous savions que cela passerait par notre propre transformation et notre capacité à mettre un genou à terre. Et nous avions peur. Il faut vous imaginer un monde avec des entreprises tentaculaires, des machines à broyer les gens, des personnes hors sol dont la seule compétence était de manier Excel. C'était un monde où, dans certaines villes, on ne pouvait plus sortir avec son bébé tant l'air était pollué. C'était un monde où l'on pouvait trouver, dans l'indifférence générale, 40 kilos de plastique dans l'estomac d'une baleine. Tout autour de nous, nous venaient des énergies fossiles et nous allions devoir diviser notre empreinte carbone par 5. Quel défi excitant, me disais-je alors, imaginez-vous. Le caractère univoque de ce monde-là peut vous paraître aujourd'hui inconcevable. Le monde était entré en mutation, mais pendant longtemps, ni les hommes ni les institutions n'y étaient préparés. Le climat changeait, et nous, pas encore. Nous tardions. Nous parlions des équipes comme de matières premières, nous étions froids, distants et rationnels. Les coûts sont trop élevés, il faut réduire la masse salariale, entendait-on. Dans les entreprises, nous fonctionnions par injonction et plongeons les hommes et les femmes dans la tétanie et le burn-out. Les consultants faisaient des ravages, obnubilés par les chiffres et absents à la question vitale du sens. Un penseur que j'admirais a écrit « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Cela m'a tellement aidé à traverser cette époque avec les monstres, mes monstres. Les premiers mois de ma vie professionnelle furent décisifs.
dans la mesure où sans eux, je ne serais pas devenue la femme que je suis aujourd'hui. Je savais que je ne récolterais pas les fruits de mes intentions, mais seulement des moyens que je me donnerais. Au lieu de subir, choisis, me disait une petite voix que je tenais de ma mère. Depuis, j'ai souvent repensé à cette période où j'avais à peine 30 ans et je me suis demandé « mais qu'est-ce qui m'a pris ? D'où est venue cette énergie mystérieuse, cette puissance, ce sentiment d'urgence qui m'habitait presque continuellement et me poussait à construire, à rassembler des hommes et des femmes autour de moi ?» J'en ai conclu qu'à ce moment précis de mon existence, je m'étais engagée dans cette voie grâce aux rencontres que j'avais faites. Je leur dois immensément. Je songe aux personnes qui m'ont tendu la main, à ceux qui m'ont aidé à m'aligner, à ceux qui ont vu en moi un papillon, à ceux qui se sont laissés eux-mêmes regarder comme des papillons, à ceux qui m'ont aidé à accueillir les émotions et à laisser bourgeonner, à écouter mes intuitions, mes joies, mes peurs et à en récolter les fruits. Lorsque j'ai créé une entreprise, à l'époque, oui, nous parlions encore d'entreprise, et a fortiori dans un tel domaine, celui de la végétalisation et de la transformation des villes, alors en balbutiement, je me suis faite à l'idée que j'allais être très seule et qu'il me faudrait une carapace. Mais grâce à Volt, un réseau d'hommes et de femmes avec qui il fallait... J'ai trouvé un lieu de ressourcement, de fraternité et de sororité qui m'a aidée à avancer et à ouvrir des portes, à aller jusqu'au bout de mes idées. Quand j'y pense, je comprends que ce réseau m'a fait gagner un temps fou. Il m'a permis d'ouvrir mon armure, de comprendre ce qui se passait en moi, les émotions que je refoulais et les peurs qui m'empêchaient d'agir. Je suis sidérée par les résultats qu'a eu sur ma psyché cet espace si simple et si sécurisé de rencontres, de résonance et de partage. Grâce à Volt, j'ai pu essayer d'être la femme que je souhaitais être. J'ai accepté de reculer, j'ai dompté mon ego, tout en laissant une part plus sauvage et plus singulière m'affirmer. J'ai eu des moments de colère terribles, j'ai eu des conflits avec beaucoup de personnes avec qui je travaillais, jusqu'à ce que je comprenne que le problème venait très souvent de moi et de mes propres blocages, que ces conflits étaient du compost, et qu'en les acceptant, je pourrais fertiliser notre collectif. Et j'ai observé aussi la profonde incursion entre la transformation personnelle, que je nomme la plus noble des métamorphoses, et la transformation d'un collectif. J'ai fait en sorte que chaque bourgeon que je portais en engendre d'autres. J'ai travaillé sur mes croyances, mes doutes, mes ombres, mes névroses. Mais rien ne s'est passé comme j'avais prévu. Aujourd'hui, Verdi City compte presque 9000 personnes en France. Nous avons imaginé et orchestré des jardins économiquement et écologiquement sobres. Chaque entité est autonome, responsable et ancrée sur son terroir. J'ai voulu aller explorer aussi profondément que possible la confiance naturelle que j'ai pour les êtres. Notre mission, transformer les routes et les parkings en jardins potagers et partagés, en faisait rire plus d'un à notre création en 2022. L'agriculture était pour les bouseux. Quand je me suis lancée, les gens autour de moi disaient que j'étais tombée sur la tête. Comme je suis heureuse de ne pas les avoir écoutés. En cultivant les jardins, nous nous cultivions nous-mêmes. Je me suis sentie de plus en plus en lien avec le sanglot de la terre, le sol détruit par nos propres activités, et c'est ce qui m'a aussi aidée à tenir tête. Je me souviendrai toujours de la gratitude que j'ai éprouvée lorsque nous avons remis sur pied la première ceinture maraîchère à Saint-Brieuc, que nous avons aussi appelée la ceinture dorée, à la place de la zone industrielle. Cela nous a pris presque 10 ans. Il y a un autre moment que je n'oublierai jamais, la création du premier jardin-forêt collaboratif sur un ancien site d'extraction minière dans le nord de la France. Nous avons aidé à faire fleurir un jardin de plusieurs hectares par et pour les habitants à la place d'un supermarché. Au début, les gens ne se doutent pas à quel point ils vont aimer la proximité du jardin et les soins qu'il requiert. Et puis ils s'y mettent, ils y reviennent et ils définissent ensemble les règles de vie du jardin. Gilles Clément nous avait appris il y a longtemps ce que c'était que jardiner, privilégier en tout le vivant, faire, certes, mais faire moins, ou plutôt faire le moins possible contre et le plus possible avec, diminuer les actions et pourtant accroître la connaissance, rencontrer le sol et ses peuples, interagir avec la vie qui s'invente partout, jusque dans les interstices et chez les délaissés. Avec la descente énergétique, lorsque les voitures se sont faites plus rares et plus petites dans les années 2030, Verdi City a connu un essor considérable. Pour autant, nous avons toujours eu à cœur de grandir en restant nous-mêmes, alignés avec notre élan initial. Dans chaque ville où nous sommes implantés aujourd'hui, nos équipes travaillent avec un savoir-faire qui me sidère. Démolition du bitume, recyclage ou mise en décharge de celui-ci grâce à nos partenaires, dépollution patiente des sols avec des plantes, des eaux dynamisées et des minéraux. Puis mise en permaculture de petits jardins nourriciers. La dernière étape est celle que je préfère. Nous formons sur plusieurs saisons les équipes locales, habitants, enfants, élus, techniciens de la ville, personnes âgées, à la culture de ces potagers pour les rendre autonomes et abondants.
J'ai raconté plusieurs fois mes batailles, mes défaites, mes victoires, mes croyances. J'étais bien le fruit de mon époque. Je ne connaissais rien à la Terre et peu à peu, je me suis ancrée dans la glèbe. Je me dis aujourd'hui que nous sommes redevenus terrestres après un vol plané plutôt étonnant. À l'époque, je me souviens que je n'aimais guère les mots de la novlangue entrepreneuriale comme management ou leadership. Et j'ai inventé peu à peu une façon de les pratiquer à ma manière. Je ne parlais pas non plus de développement durable ou de RSE, mais bien de décroissance. Je mettais les pieds dans le plat. Je demandais aux équipes de réfléchir à ce qui croissait dans le monde au même instant où le PIB décroissait. J'ai passé beaucoup de temps avec des étudiants, avec les membres de nos équipes, à évoquer l'époque brutale, menaçante, dans laquelle j'étais née. Il y a 50 ans, si j'avais osé rêver de quelque chose pour le monde, pour mon entreprise, qui n'en est même plus une, pour mes enfants, pour moi-même, je peux dire que cela aurait été assez similaire à ce que nous avons la chance de vivre aujourd'hui. J'ai cherché sans cesse, j'ai pratiqué une forme de recherche empirique constante et j'ai observé. J'ai vécu au jour le jour avec un sentiment de confiance parfois incommunicable. J'ai été très attentive aux sentiments et aux émotions des autres. Nous avons vécu une folle époque, épuisante, comme un grand voyage en mer. Nous avons viré de bord sans cesse, tout en conservant notre cap vers une île luxuriante. Nous avons tâché de tester et de construire sur les ruines, d'occuper le terrain ensemble, de casser l'idée qu'il doit y avoir un grand chef à plume pour faire tourner une boutique. Nous avions l'habitude d'utiliser l'intelligence collective, la décision par consentement, les outils de la sociocratie et le co-développement. Nous avions l'habitude aussi de nous adresser à la 7e génération après avoir une idée pour vérifier qu'elle était suffisamment intéressante, vivable et même nourricière. Nous ne savions pas où nous allions. Nous étions en fait nombreux. Nous avions la foi. Cette aventure m'a passionnée. Je ne peux pas le formuler autrement, j'en ai le cœur comme agrandi. Il n'est pas question ici de tableaux de bord, de chiffres, de croissance, de dividendes, mais d'impalpables, de joie et de capacité à se jeter à l'eau. Ai-je désormais un devoir dont je n'avais pas conscience jusqu'à ce jour, le devoir de transmettre les souvenirs et les errances de ma génération à la suivante ? Je suis confiante, fière de ce que j'ai accompli quand je parle à mes filles, mais je ne me hasarde pas à des prophéties. Nombreux sont ceux qui, du temps de mon adolescence, avaient prédit la catastrophe et la dislocation. Je ne sais pas comment vous remercier pour ce prix que vous me remettez aujourd'hui. J'avais peur de vous faire un discours interminable, et je crois bien que c'est le cas. Il y a quelque temps, Ulysse, mon compagnon, me disait « Est-on obligé, Olivia, de parler sans cesse de toutes les métamorphoses que nous avons eu la chance de connaître, mais quand je vois le regard de mes interlocuteurs quand je parle de ces sujets, j'ai envie de continuer. » Ce que j'aimerais vous proposer, c'est de vous raconter autour d'un feu pendant les 6 prochains soirs les rencontres qui ont ponctué ma vie. Je voudrais aussi vous écouter. Nous sommes réunis ce soir à Nantes, l'une des villes pionnières de la démocratie participative et des conventions citoyennes pour l'écologie en France. Elle a donné l'exemple à des centaines d'autres villes depuis 2025, après une crise démocratique majeure liée à l'abstention en 2022. Mais c'est une crise que la majorité d'entre vous n'a pas dû connaître. Profitons de cette chance d'être ici rassemblés pour rester une semaine les uns avec les autres et ressentir les vibrations dont nous sommes capables. Vous me poserez des questions et je ne vous répondrai pas nécessairement. Pendant la journée, nous irons marcher le long de la Loire et de ses affluents. Nous formerons des groupes et chacun longera le fleuve avec au cœur le sujet de la veillée précédente. Oui, j'aimerais vous parler des rencontres qui ont jalonné ma vie. Ce qui m'importe, ce ne sont pas les personnes elles-mêmes, mais les liens qui se tissent et les révélations qui s'opèrent. Je voudrais vous dire, voici mon histoire et voici ce que je ressens, et vous demander, ce que vous éprouvez est-il vraiment différent ? En France, nous aimons les références, les théories, les livres, les modèles, les histoires de réussite. Mais fiez-vous à votre expérience, simplement. Fiez-vous à votre intuition et à ce que vous avez senti. Fiez-vous à ce dont vous seriez fiers de raconter à vos enfants en rentrant chez vous le soir. Fiez-vous à ce que vous observez dans la nature. Fiez-vous à ce que nous ont légué, à travers le tunnel de la crise écologique, les civilisations indigènes. Observez et interagissez. Additionnez au lieu de soustraire. Soyez aussi attentifs à l'invisible qu'au visible. Recyclez au lieu de jeter. Transformez les contraintes en opportunités. Transformez vos désirs consuméristes en d'autres désirs à la fois plus simples et plus vivants. Imaginez, bravez, inventez, partagez, écoutez. Faites avec ce que vous avez sous la main. J'ai brisé toutes mes certitudes et il ne m'en reste plus qu'une seule.
Je crois qu'il est possible aujourd'hui de vivre une vie simple et sincère. Je prône la tranquillité, la frugalité, l'ouverture, la persévérance et le droit à la beauté. Je vous remercie de tout cœur.